tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour votre magazine quotidien consacré à la transition sociale et environnementale des entreprises. Au sommaire de cette émission, le Big Bang législatif européen. Dans le cadre du Pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a présenté son paquet climat. 12 mesures d'une ampleur inédite destinées à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici à 2030. Certaines font déjà débat, nous en parlerons en début d'émission. Quand la RSE et l'événementiel font bon ménage, ces deux concepts qui paraissent au premier abord antinomiques tendent à se réconcilier. Particulièrement touchés par la crise sanitaire, de nombreux acteurs du secteur se relèvent aujourd'hui en faisant le choix du vert. Mais alors, à quoi ressemble concrètement un événement responsable? Nous poserons la question à nos deux experts. Enfin, dans Smart Ideas, on parlera toujours d'événements responsables. Focus aujourd'hui sur le Conscious Festival, une occasion festive bien sûr, mais surtout pédagogique autour des enjeux environnementaux. Nous recevrons sa fondatrice en fin d'émission. Mais d'abord, je vous le disais, c'est l'heure de l'invité du jour. Notre premier invité est Michel Fredo, directeur associé senior en charge du pôle d'expertise climat au niveau mondial pour le BCG. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact. Je le disais, la semaine dernière, la Commission européenne a dévoilé sa feuille de route destinée à réduire d'au moins 55% les émissions carbone d'ici à 2030. 12 propositions de loi en sont sorties. Peut-on parler d'avancées majeures, Michel Fredo ? Peut-être au départ, je voudrais remettre les choses un peu dans leur contexte, parce que aujourd'hui, le monde est sur une trajectoire de 3 ou 3,5 degrés d'augmentation de température. Vous vous rappelez que pendant les accords de Paris, on s'était tous mis d'accord il y a 5 ans de limiter la hausse de la température à beaucoup moins de 2 degrés. Depuis, les émissions continuent à augmenter de 3% par an. On n'y est pas du tout. Pas du tout. Et donc, par rapport à ce contexte de réduction des émissions, il faut, pour revenir sur un monde, sur une augmentation limitée à 1,5 degré, une réduction de 45% au niveau mondial. Donc c'est bien que l'Europe montre l'exemple, sachant que cette réduction des émissions requiert des coûts importants. Parce qu'en fait, ce dont on parle, c'est de réinternaliser un coût qu'on a toujours ignoré dans les 100 dernières années. Donc la réinternalisation de ce coût, forcément, il va falloir qu'on le paye. Or, si vous regardez sur les secteurs à fort émission, comme le ciment ou comme l'acier, la décarbonation qui est possible, les technologies existent. Elle est en marche. Elle est en marche, mais ça représente des augmentations de coûts de 60-70% en prix unitaire pour ces industries-là. Donc si vous n'avez pas de politique, de standards et un gouvernement qui émet une régulation qui soit relativement stricte, pour les entreprises de le faire d'elles-mêmes, c'est une mission impossible. Et donc je pense que c'est dans cet esprit-là que l'Europe a déclaré non seulement de vouloir aller au-delà de ces 45% pour pouvoir montrer l'exemple, et je pense que ça c'est important parce que d'autres vont être amenés à suivre, et ensuite de donner les éléments concrets qui permettent de donner aux entreprises un contexte qui leur permettent d'accélérer les investissements. Il faudra leur donner un contexte ou les contraindre, ces entreprises. Est-ce que ce pacte vert sera capable de les contraindre aussi ? Alors, c'est les deux, parce que la contrainte, mais quand la contrainte est partagée par tout le monde, si vous voulez, ça devient un contexte sur lequel il faut opérer. Et c'est pour ça qu'il est important d'être clair sur les horizons de temps et les échéances qu'on se donne, de manière à ce que les entreprises puissent investir en toute connaissance de cause, en connaissant quelles sont les règles qui vont s'appliquer. Et l'autre élément que vous avez vu aussi dans ce que propose l'Europe, une taxe aux frontières pour éviter les importations de produits carbonés qui dérèglent en fait le jeu de la concurrence au sein de l'Europe. On va rentrer dans le détail de ces mesures avec vous, Michel Fredo. Une question quand même pour rester sur ce contexte, comme vous le disiez, sur ce pacte vert. Nous sommes les premiers, les Européens, à proposer un projet de telle ampleur, si on peut se féliciter là-dessus. Alors, de telle ampleur, oui, sachant que individuellement, chacune de ces règles existe de manière différente, puisque vous savez que à la COP de Glasgow de cette année, en novembre, les pays sont censés revenir avec leur feuille de route carbone
suite d'ailleurs aux accords de Paris. 5 ans plus tard, là il se trouve que c'est 6 ans à cause du Covid, de rendre compte à la fois de leurs ambitions, mais aussi des politiques qu'ils vont mettre en œuvre pour rendre ces ambitions réalistes. Et donc, dans le cadre de cette préparation de la COP, un certain nombre de pays sont en train de réfléchir et en train de développer des politiques analogues avec du prix du carbone, en Chine d'ailleurs, même s'il est très bas, et aux États-Unis avec l'administration Biden qui a décidé, heureusement, de revenir dans les accords de Paris, sont aussi en train de développer leur propre politique au niveau local. Et certains pays en Europe sont plus en avance que d'autres, évidemment. Évidemment. Parmi les mesures controversées, Michel Fredo, du projet, faire un deuxième marché carbone. Qu'est-ce que cela signifie et pourquoi cette mesure est-elle aussi controversée? Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a le marché carbone qui existait jusqu'à présent sur les ETS, qui était limité à un certain nombre d'industries fortement émettrices. Là, il s'agit de l'étendre sur les produits pétroliers, sur le chauffage en particulier. Donc ça veut dire aussi de rentrer dans les zones de forte émission en Europe, enfin dans tous les pays, le transport et le chauffage, et de manière à imposer un prix du carbone qui permette de réduire progressivement la consommation de manière à pouvoir réduire les émissions. Donc c'est simplement d'étendre à 100% du périmètre qui émet du CO2 les politiques de manière à ce que les acteurs impliqués mettent en œuvre les politiques et les transformations nécessaires de manière à pouvoir avoir un monde compatible avec une hausse des températures à 1,5 degré dans les années qui viennent. Et qui n'est pas d'accord alors avec ça, Michel Fredo? Alors, vous savez, comme on parle d'une transformation, la question c'est que il y a toujours des fortes forces qui sont prêtes à changer, mais qui ne sont pas forcément prêtes à aller vite. Et donc qui essayent de ralentir le mouvement, avec sûrement beaucoup d'argumentations qui sont valables. Enfin, je vous rappelle que par rapport à ce qui a été proposé par l'Europe, il va y avoir toute une phase de négociation maintenant, et qui va prendre du temps. Je rappelle simplement quand même sur l'urgence climatique, c'est qu'il faut décliner les émissions de CO2 dans les 10 prochaines années au niveau planétaire de 45%. L'Europe dit 55, mais c'est 45% au niveau global. Et du coup, il y a quand même une notion d'urgence. Donc, qui est contre? Et je pense qu'il y a les industriels qui sont les plus touchés, qui trouvent que la vitesse va trop vite, ou que l'Europe... 2030, c'est une échéance, oui, c'est ça, trop rapide pour eux. Trop rapide, et donc il faut le temps de pouvoir s'adapter. Il y a également, au niveau, évidemment, des consommateurs, il va y avoir un impact sur les prix, puisqu'on réinternalise un coût qui n'existait pas jusqu'à présent. Ceci dit, nos analyses montrent que autant le coût de décarboner le ciment est important, 60-70%, quand on regarde sur la conséquence sur le prix d'une maison, on parle de 2-3%. La même chose pour décarboner l'acier qui va dans une voiture. Ça représente 1 ou 2% du prix de la voiture. Donc c'est significatif, mais c'est beaucoup moins quand on regarde l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est fondamental que tous les acteurs se mettent au travail et se mettent au travail dans un cadre qui est un cadre imposé et homogène par rapport à tout le monde. Vous parlez de l'automobile, Michel Fredo. Quelles seront les grandes tendances sur le transport? Que disent ces 12 mesures? Si vous voulez, la principale mesure va surtout se concentrer sur le véhicule électrique. Et donc l'arrêt des émissions pour les voitures neuves en 2035. Et qui impose en fait l'arrêt d'autres types de technologies ou d'autres types de motorisation qui existaient jusqu'à présent. Et donc vous avez le débat entre donnez-nous plutôt des objectifs à atteindre sans nous questionner sur les moyens d'y arriver, de manière à ce que nous, on puisse innover, nous, constructeurs, on puisse innover sur les différentes technologies pour arriver à atteindre ces objectifs, plutôt que nous imposer de dire c'est la voiture électrique et rien d'autre. Donc c'est un peu ça le débat qui est aujourd'hui en cours. L'Europe a une carte à jouer sur l'électrique, Michel Fredo, en plus. Alors, l'Europe a une carte à jouer, de mon point de vue. On le voit avec des constructions de plus en plus d'usines de batteries, notamment. Tout à fait. Moi, je pense que l'Europe a un coup à jouer sur tous les domaines. Et je pense que c'est aussi une opportunité, même s'il y a des contraintes qu'il ne faut pas ignorer, mais on a du temps pour négocier et pour adapter ces mesures-là de manière à avoir une transition aussi juste que possible. Ceci dit, on est en train de parler de la compétitivité de l'Europe. Pendant que nous discutons,
la Chine, qui a annoncé d'ailleurs son net zéro pour 2060 et qui commence à travailler sur la décarbonation également, les Américains qui sont revenus dans la course. Donc on a la chance en Europe d'avoir des sociétés qui sont plutôt en avance sur ces dimensions-là. Encore faut-il qu'on garde notre avance. Donc moi je vois ça plutôt comme une opportunité de donner un contexte qui soit favorable pour que les entreprises investissent et accélèrent cette transformation plutôt que ralentissent, de manière à créer des véritables champions européens et pourquoi pas français. Michel Frédot, il nous reste 30 secondes. Quels seront les autres axes les plus difficiles peut-être à négocier parmi les 27 ? C'est clairement d'arriver à une transition juste et que donc ce coût additionnel soit bien réparti de façon équitable, sachant que c'est une discussion compliquée et qui doit être démoyennisée en fonction des situations et des contextes de chacun. Merci beaucoup, Michel Frédot, d'être venu nous éclairer sur ce pacte vert. Je le rappelle, vous êtes directeur associé senior en charge du pôle d'expertise climat au niveau mondial pour le BCG. Merci. C'est l'heure de notre débat. On parle d'événementiel responsable. Smart Impact, le débat RSE, et si l'événementiel devenait plus responsable, diminuer et recycler les déchets, privilégier des achats réutilisables, limiter les émissions de CO2, de nombreux acteurs du secteur s'engagent pour organiser des événements plus écologiques. Nos invités, eux, les accompagnent, ces acteurs du secteur, dans leur transition. Agathe Samut, fondatrice de Committee.com, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de Smart Impact. Thomas Duclos-Chanteau, cofondateur de Co-Recyclage, est également avec nous. Bonjour. Bonjour. De quand, Agathe Samut, date la prise de conscience du secteur, selon vous ? Alors, les initiatives ont commencé il y a peut-être 10 ans. Après, il n'y avait pas vraiment de solution à disposition. Et c'est vrai que là, depuis 2-3 ans, je dirais, il y a une vraie accélération. Il y a une prise de conscience de pas mal de prestataires. Et aujourd'hui, la vraie bonne nouvelle, c'est qu'il y a des débouchés. Il y a des possibilités quand on souhaite s'organiser un événement responsable. On a derrière pas mal de prestataires qui sont là pour accompagner, aussi bien sur de la décoration que sur de la technique, que sur du traiteur. Donc on a aujourd'hui un panel de solutions qui va permettre aujourd'hui de rendre les événements beaucoup plus responsables. De quelle manière, selon vous, on parlait un peu du contexte, de quelle manière, selon vous, la crise sanitaire a-t-elle aidé peut-être certains acteurs du secteur à se réinventer ? Je dirais que ça leur a donné le temps de réfléchir parce qu'ils ont eu beaucoup de temps parce qu'il y avait moins d'événements. Peut-être que le côté virtuel aussi a aidé, puisque là, on est plutôt sur des événements qui reprennent mi-virtuel, mi-présentiel. Qui donc, par définition, polluent moins ? Polluent moins, oui. Voilà, déplacement. On compte pas les serveurs ou les choses comme ça. Mais après... Comme ça a été dit, ça a été pris en compte depuis quelques années, et puis dans un côté qui n'est pas tout à fait l'événementiel, comme vous l'entendez, mais nous, on travaille aussi pas mal avec les musées, les scénographies, des choses comme ça. Tous les lieux de fêtes, de culture. C'est ça, exactement, les festivals. Et ça, on va dire que ça avait commencé un petit peu en amont déjà par rapport à l'événementiel, comme on l'entend, le salon professionnel, où là, c'est vrai que c'est aussi des problèmes souvent de construction au départ. Et c'est ça la grosse problématique. C'est vrai que quand vous avez du bois, mais que vous mettez à vous coller du polystyrène, ça fait que ni l'un ni l'autre n'est récupérable. Voilà, donc petit à petit, ça se fait. Et puis aussi, c'est parce qu'il ne faut pas se leurrer, maintenant, ça vaut de plus en plus cher les déchets. Et souvent, maintenant, quand les gens quittaient les salons, ils mettaient tout ça dans des bennes, ça leur coûtait rien. Maintenant, ça leur coûte de l'argent. Donc c'est vrai que c'est un peu toujours la même chose. Ça a aussi un côté économique, au-delà du côté purement environnemental. On parle du mobilier, bien sûr, on va en reparler avec vous, vu que vous êtes spécialiste de cette question. Agathe Samut, quels sont les grands enjeux, selon vous, de ces nouveaux événements responsables ? C'est la gestion des déchets, c'est l'énergie, c'est le mobilier. Quels sont les grands enjeux ? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et qui est sur la conception. C'est vrai que concevoir son événement et à la fin se dire comment je vais pouvoir arriver à le rendre plus responsable, c'est déjà trop tard. Donc en fait, aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'il y a une réflexion en amont, de se dire comment je conçois ma décoration, et effectivement en essayant de trouver des matériaux plus responsables, recyclés, recyclables, et puis après de réfléchir. Et c'est ce que fait très bien Co-Recyclage, c'est d'accompagner pour donner une seconde vie aux matériaux, soit à travers de la réutilisation, du recyclage. Donc il y a cette question de la décoration qui est un vrai sujet. Mais c'est une redéfinition même, j'ai l'impression, de la thématique de l'événementiel, d'un événement qui, par définition, je le disais en préambule de cette émission, de concept antinomique, c'est-à-dire l'événementiel, quelque chose d'éphémère, où on prend, on jette, c'est fini, 2 jours après. C'est ça, on redéfinit même le concept d'événement avec ce que vous faites. Oui, c'est ça. Après, il y avait quand même des scénographies et des stands sur des salons professionnels qui étaient réemployés par ces personnes,
par les standistes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, tout le monde va vers quelque chose de plus responsable pour aussi des questions de coût, des questions aussi d'image, parce que c'est vrai que pour une société, quand vous jetez tout à la poubelle ou tout ça, il y a aussi une question d'image, de communication interne, parce qu'aujourd'hui, globalement, la société est beaucoup plus consciente de ça. Donc c'est vrai que dire que vous jetez tout, ça donne assez une mauvaise image. C'est ce que vous vendez aussi aux entreprises, c'est-à-dire ça vous coûtera moins cher et en plus, c'est ça. communication... Voilà, au-delà de la RSE, il y a aussi toute la communication en interne qui est importante, voire la communication externe. Mais ça c'est plus la RSE, mais en interne, on le voit, oui, ça déjà joue un rôle important. Agathe Samut, chez Comity, vous avez publié un guide de l'événement éco-responsable, un guide pratique dans lequel vous recommandez des prestataires, parmi eux Co-Recyclage. Comment recensez-vous les acteurs responsables du secteur? Quelles conditions doivent-ils remplir? En fait, on a essayé notre axe sur Comity, c'est vraiment d'être un outil à disposition des organisateurs d'événements et de leur faciliter la vie. Et le travail qu'on a fait sur ce guide-là, c'est d'abord de recenser déjà les bonnes pratiques, parce qu'il n'y avait pas... il se passait plein de choses, il y a du traiteur, il y a effectivement l'impact carbone, il y a plein de sujets. Donc on a déjà essayé de réunir toutes les bonnes pratiques et ce qu'on pouvait déjà mettre en place pour commencer, et puis d'être de plus en plus impliqués dans cette démarche-là. Vous allez les chercher en France seulement ou même ailleurs, ces bonnes pratiques? Alors on a plutôt regardé en France ce qui se faisait, aussi bien sur de l'événement corporate. On a été interviewé des agences qui sont positionnées là-dessus, des agences de conseil qui accompagnent pour la certification ISO 20121, ce genre de choses. Et puis on a été rencontrer des prestataires pour découvrir un peu ce qu'ils faisaient. Donc le sujet de la sélection, c'est de voir dans quelle mesure ils ont la possibilité de proposer, au-delà de leur métier, de se dire, voilà, on a aussi une option responsable, parce qu'il y a quand même des contraintes de mise en place, des contraintes de coûts, où les entreprises ont peut-être cette envie de mettre en place, mais ça demande derrière, ça a des répercussions. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir accompagner et de faire une sensibilisation aussi en disant, voilà, vous nous demandez ça, peut-être que nous, on peut vous proposer tel autre matériau qui est peut-être plus adapté, qui est plus recyclable. Donc voilà, vous avez quelques exemples d'ailleurs, Agathe Samut, à nous donner peut-être de solutions un peu originales qui se font aujourd'hui dans l'événementiel? Ce qui est intéressant, c'est que sur la partie traiteur, aujourd'hui, il y a des entreprises qui accompagnent sur la récupération des surplus alimentaires. Et ça, c'est vrai qu'on ne le faisait pas jusqu'alors et c'est bien dommage. Donc aujourd'hui, c'est faire venir un prestataire qui est capable de venir, qui respecte la chaîne du froid, qui va récupérer, qui va redistribuer les surplus alimentaires. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Après, vous avez aussi sur la partie transport, puisqu'aujourd'hui, 80% de l'impact carbone d'un événement, c'est le transport des hommes et les transports du matériel. Donc il y a des prestataires qui sont spécialisés là-dedans, qui sont en train de renouveler les parcs pour aller vers effectivement des véhicules qui sont soit au gaz, soit au bioéthanol. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont en train de se mettre en place, surtout cet impact carbone qui est assez clé, et on le voit avec les JO de Paris 2024, qui ont l'ambition d'être les premiers JO à zéro impact carbone. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont intéressantes là-dessus à regarder. Thomas Duclos-Chanteau, comment vous êtes rentré en contact, vous, avec Comity? Mais c'était... C'est nous. Voilà, c'est vous qui êtes allé le chercher. Pour être vrai, c'est eux qui sont allés nous chercher, parce que nous, on travaille sur le réemploi. Nous, vraiment, donc, donner une seconde vie aux objets, aux matériels et aux matériaux. On a travaillé sur beaucoup de salons, de festivals, Change Now notamment, ça a été un peu logique, voilà, ou d'autres, même sur les festivals. Le réemploi, c'est un enjeu majeur, parce que de quelle quantité de gaspillage on parle habituellement? J'imagine que c'était un coût et un gaspillage énorme, si aujourd'hui il est aussi important cet enjeu du réemploi. Oui, c'est surtout le réemploi et ce qui vient avant le recyclage. Donc il y a très peu de coûts, qui est le coût du transport, à la limite d'une personne à l'autre. Mais pour compléter les propos d'Agathe, en fait, il faut comprendre que faire un événement responsable est pas tellement plus cher que de faire un événement non responsable. On se rend compte, aujourd'hui, les déchets, il y a des coûts de retraitement, des choses comme ça. Quand vous faites du réemploi, vous avez zéro retraitement. Voilà, redistribuer, souvent les prestataires proposent ça, et c'est pas un coût supplémentaire. Donc comme Agathe le disait, c'est surtout comment vous organisez votre événement au départ, et si c'est bien pensé. Et nous, par exemple, on le fait sur certains événements avec les stands, où on passe dans tous les stands pour voir ça dès le départ et dès le montage, et en général ça se passe bien. Et selon vous, tous les événements donc peuvent être responsables, que ce soit un mariage, que ce soit un festival, que ce soit un comité d'entreprise?
Je pense, à titre personnel, oui, c'est juste une question de volonté. Peut-être que c'est un peu plus compliqué, c'est peut-être juste ça en fait, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'on est moins sur le secteur à faire des choses responsables. Donc on va dans la facilité, la rapidité, mais le coût n'est pas supplémentaire et je pense que tout peut être responsable. Voilà. C'est une économie globale. C'est vrai qu'on va faire, on va avoir des dépenses supplémentaires sur certains postes. Et puis, comme on fait du réemploi, on va essayer de réfléchir à une mise en place un peu plus pérenne des événements, des choses qu'on va réemployer sur ces différents projets. Il y a une économie d'échelle qui va se faire. Donc ça, c'est intéressant. Et voilà, c'est ça qu'il faut mettre en valeur. Le fait de devenir faire un événement éco-responsable, faut y aller step by step. On va pas tout de suite être au zéro déchet. Mais déjà, le fait de s'engager, de s'y intéresser, d'aller chercher de l'information auprès des prestataires qui vont pouvoir avoir des conseils, qui vont pouvoir orienter. Et puis, step by step, on va y arriver. C'est l'objectif. On va y arriver. Est-ce que le secteur repart aussi? Une petite question là-dessus, quand même, Agasamine, qui a été très touché, je le disais en préambule de cette émission, très touché par la crise sanitaire. On peut dire qu'il redémarre, là, le secteur de l'événementiel? Oui, il y a un petit attentisme pour attendre de voir ce qui va se passer sur la fin de l'année, qui est encore incertaine, mais il y a des projets. Nous, on voit sur la plateforme, effectivement, pas mal de demandes de devis qui passent, pas mal de projets qui sont évoqués. Donc c'est plutôt... on est content et on est optimiste sur le fait que ça redémarre. Thomas Duclos-Chanteau, pareil, un mot. Vous êtes optimiste sur la reprise? Oui, aussi, nous, on le voit, puisqu'on a des prestataires ou des salons qui nous appellent pour faire du réemploi. Voilà, aujourd'hui, c'est encore à petite dimension. Ça reste toujours un mix un peu entre le virtuel et le réel, avec des problèmes de jauge. Mais bon, après, peut-être qu'avec le pass sanitaire, ça va favoriser, une fois que beaucoup seront vaccinés, de refaire des plus grands événements. Puis je pense qu'on en a tous envie. On en a tous envie, ça c'est vrai. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir débattu avec nous aujourd'hui sur le plateau de Smart Impact. On termine comme chaque jour cette émission par la bonne idée du jour. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Toujours d'événements responsables dans Smart Impact. La bonne idée du jour, c'est celle de Paula Michelis, cofondatrice de Green is the New Black. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau Smart Impact, spécialiste de la mode éthique. Vous venez aujourd'hui nous parler de The Conscious Festival qui se déroulera fin septembre. Si mon anglais est bon, ça se traduit par le festival Conscient. Quel est le propos de ce festival? Expliquez-nous. Alors, c'est un festival éducatif et festif sur la transition écologique et la spiritualité. Et on parle de ces sujets à travers 4 piliers, des conférences, des ateliers, un marché créateur de marques éthiques et responsables qui vont vendre leurs produits et des installations d'art et une scène de musique. Il existe depuis combien de temps ce festival? Comment vous est venue l'idée? Expliquez-nous la genèse de ce projet. Alors moi j'ai vécu pendant 7 ans en Asie et je suis de retour en Europe un peu de façon précipitée avec le Covid. D'accord. Donc j'ai en fait commencé ma carrière en Asie en banque d'investissement. Et je me sentais vraiment pas à l'aise dans ce monde-là. Et j'entendais parler du réchauffement climatique, du plastique dans les océans, des produits chimiques dans les cosmétiques. Et je me disais qu'il fallait absolument trouver des solutions. Donc j'ai commencé à fréquenter en fait des événements autour de l'éco-responsabilité, des événements très corporate, professionnels, et aussi des événements plus militants, écolos. Et en fait, à chaque fois, j'avais une très bonne impression, mais c'est vrai que je ne trouvais pas forcément ma synchronicité, mon alignement total avec les valeurs de ces événements. Donc, en fait, j'ai pensé à créer mon propre média, mon propre événement, et c'est comme ça qu'est venue la genèse de Conscious Festival, qui est organisé par le média qui s'appelle Green is the New Black. En allant piocher un peu donc dans tout ce que vous avez découvert. Comment rendez-vous possible, parce que c'est ce que vous disiez, c'est quand même un événement très festif, vous parlez même de spiritualité. Comment rendez-vous possible cette approche donc plutôt légère, on va dire, sur des sujets aussi cruciaux que sont les sujets environnementaux? C'est une question qui est essentielle et c'est une question qui m'anime aussi parce que même moi au quotidien, en fait, je passe par des phases de dépression où je me sens vraiment pas bien par rapport au futur de la planète. Parfois, je me sens super bien parce que je rencontre des acteurs de changement, des solutions et c'est hyper galvanisant. Et de plus en plus, en fait, quand on baigne dans ce monde-là, on comprend qu'il y a plein de personnes qui sont en train de se bouger, qui sont en mouvement, et en fait, ça nous met en joie. Et ça fait que les phases un peu de dépression, de down, elles sont beaucoup plus rapides. Après, il y a des études qui sont quand même assez incroyables sur le fait que 65% des Français sont d'accord avec le fait qu'on va vivre un effondrement de notre civilisation dans les prochaines années.
Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été menée à travers l'Europe. Donc, c'est vrai qu'il est essentiel en fait de recréer un imaginaire inconscient qui soit moins mortifère, qui soit plus tourné vers le temps de la régénération. Donc, on parle beaucoup de régénération dans le festival. Il faut être positif. D'ailleurs, à qui s'adresse ce festival? Est-ce qu'il s'adresse aux entreprises? Il s'adresse aux consommateurs? Il s'adresse à tout le monde? Il s'adresse vraiment à tout le monde. C'est vrai que nous, on a une approche très pragmatique et positive de l'écologie, en fait. On a envie d'apporter des solutions aux individus et aussi aux entreprises. En fait, on a créé notre part du colibri à nous, qui s'est appelée Little Green Steps, donc les petits pas verts. C'est notre moteur, en fait. Donc, c'est cette idée qu'à travers des gestes du quotidien écologique, on peut créer des changements systémiques en profondeur. Et il y a des études de cas et des réelles conséquences si on le fait bien et si on le fait à bon escient. Et tous les secteurs seront représentés, parce que vous venez de la mode, mais il n'y aura pas que de la mode. Je crois que vous parlez aussi, il y aura des sujets sur les transports, également sur l'énergie. Tous les secteurs sont représentés? Alors en fait, effectivement, le festival, c'est pas que sur la mode, c'est un festival qui est vraiment global. La mode, on va faire un focus dessus parce que, en fait, le lieu du festival, c'est la caserne. Donc c'est un accélérateur de transition écologique de la filière mode et luxe. Mais nous, on parle de, en fait, tout ce qui a un impact au quotidien, du lever jusqu'au coucher. Donc ça veut dire les vêtements qu'on porte, effectivement, mais aussi les cosmétiques qu'on met sur notre peau, la façon dont on se déplace d'un point A à un point B, notre rapport avec les autres, avec le vivant, avec la nature, nos placements financiers. Donc tout a un impact, et cet impact, il peut être régénérateur ou alors il peut être néfaste pour l'environnement. Donc on va vraiment parler de plein de sujets différents. Paula Miklis, il nous reste 30 secondes. Le festival donc prône des valeurs de durabilité. De quelle manière, lui, est-il durable? Alors, c'est vrai que j'entendais tout à l'heure, nous, ça fait depuis 2015 qu'on se creuse les méninges pour faire en sorte que notre festival soit aussi durable. Donc, pour vous donner un petit peu des anecdotes, sur le festival, on aura les matériaux parisiens, qui va transformer les déchets organiques issus de la nourriture en produits, objets de la table directement. On fait en sorte aussi de faire voyager les idées, pas les personnes, sachant que notre festival est international. Donc, on aura des ponts entre l'Asie et l'Europe, avec des conférences qui se passeront en simultané à Singapour et à Londres, connectées par la technologie. Donc beaucoup de virtuel. Beaucoup de virtuel, donc on se repose beaucoup sur la technologie. Au niveau signalétique, on va utiliser beaucoup de tissus upcyclés, donc issus de la filière de la mode, dont les marques ne servent plus, afin de créer notre signalétique et des drapeaux d'indication. Merci beaucoup, Paula Miklis, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes cofondatrice de Green is the New Black et vous êtes venue nous parler de The Conscious Festival. Ce sera fin septembre. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. On se retrouve bien sûr demain, même heure, pour un nouveau numéro. Très bonne journée à tous sur Bismart.